Si vous êtes ingénieur pédagogique et que vous vous posez des questions comme comment avoir plus de clients pour stabiliser votre activité de freelance ou comment vendre vos services ou encore comment trouver votre positionnement, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Freelancing by Doing. Je suis Viviane, ingénieure pédagogique freelance depuis 2022 et j'ai créé ce podcast pour vous aider à atteindre vos objectifs dans votre activité, mais surtout à passer à l'action. Aujourd'hui, j'accueille Julie. On va parler de freelancing et de salariés diversifiés. On entend souvent qu'il faut choisir, soit de salarié, soit de freelance. Mais est-ce que c'est vraiment si binaire? Julie a testé les deux et aujourd'hui, elle a construit un modèle hybride. Installez-vous et c'est parti pour l'épisode du jour. Salut Vi, et ravie de te rejoindre sur ce podcast. Donc toi, à l'origine, donc tu étais salarié dans la pédagogie, tu as ensuite exercé donc le métier d'ingénieur pédagogique freelance pendant 7 ans. Et depuis environ 1 an, tu as repris une activité salariée, mais tu continues aussi un peu, ton activité sur une partie de ton temps. C'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé mes débuts dans la vie active en salarié dans le public. À l'origine, j'avais déjà un petit statut, d'indépendant, mais je m'en servais pas à l'époque. Mais, dans ma recherche d'emploi, j'ai un ami qui m'avait proposé, tu vois, des petites missions. Il travaillait pour Cross Knowledge à l'époque, je crois, et finalement, tu vois, ça s'était pas fait et j'avais conservé le statut. Puis j'ai commencé à travailler, dans le public. J'ai travaillé 2 ans pour, l'université de Nantes, en tant que chargée de mission pédagogique sur, l'ensemble des établissements, de la région, Pays de la Loire. Et chemin faisant, je me suis posé la question du freelancing, et je me suis lancée dans l'aventure en 2019, pendant 6-7 ans. Pendant 6-7 ans, j'ai travaillé, principalement à distance avec mes clients. Et là, depuis, fin 2024, début 2025, j'ai passé le cap. Enfin, je me suis posé d'autres questions et j'ai été portée par un nouveau projet et du coup, je me suis retournée vers le salariat, cette fois-ci dans le privé. On va revenir un peu après justement sur, cette alternance, justement sur, le fait que tu aies à la fois une activité, salariée aujourd'hui qui occupe une majeure partie de ton temps et sur le fait que tu développes aussi ton activité à côté. Quand tu étais freelance, pour revenir un peu sur, la partie freelance, quand tu étais freelance, tu vendais quoi à peu près comme service? Alors moi, j'avais une approche, assez ouverte, donc c'était plus, tu vois, je m'adaptais un peu à la demande des clients, et des opportunités qui venaient. Mais de par, tu vois, mon expertise et ma formation, j'étais plus portée sur des missions, de conseil en ingénierie pédagogique, en mise en place de dispositifs, d'apprentissage, en ligne, ou hybrides, et aussi, énormément de conception, intégration. Donc création plutôt, multimédia, donc création de supports, tu vois, de modules de formation e-learning, création de parcours. Donc j'ai touché à pas mal d'outils différents, que ça soit des outils auteurs, mais aussi des LMS, ou voire même de la vidéo, tu vois, sans avoir non plus la casquette, de vidéaste. Finalement, ça a agrandi pas mal le scope de mes compétences. Après, j'avais aussi, tu vois, la capacité à me dire: «Bon, bah, là, tu vois, ça sort de mon scope, faut faire appel à quelqu'un d'autre», et c'était aussi très cool, en tant que freelance, notamment parce que je suis passée du statut, quand j'étais en freelance, de micro-entreprise vers un statut de société. Donc j'avais aussi la capacité, tu vois, à un moment donné, à monter des équipes, Trop bien. et à faire des partenariats avec d'autres personnes qui, pouvaient être qui avaient plus d'expérience sur des domaines, quand les budgets le permettaient et quand le projet, Ouais, le conseil. nécessitait, quoi. OK. Ça, c'est chouette d'avoir la capacité de pouvoir bosser en équipe, de choisir, surtout les gens avec qui tu peux bosser, déléguer sur les parties justement où soit, c'est pas ta zone d'expertise, soit tu as pas envie de le faire. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. je l'ai fait 1 ou 2 fois sur des projets et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, tu vois, à l'époque, on avait eu une opportunité, de monter un programme, de formation pour des concepteurs pédagogiques pour Médecins sans frontières, et je me sentais pas, tu vois, de piloter de vraiment animer toutes les formations et de faire tout le pilotage du bootcamp qui durait quand même 3 mois. Mmh. Et donc, pour le coup, à l'époque, j'avais, tu vois, fait appel à Méane,
qui avaient aussi plus d'expérience dans la formation, tu vois, dans la modalité synchrone et Bah ouais, carrément. ouais, ça avait été super intéressant de se challenger sur, la création des supports, des ateliers en fonction des besoins des apprenants et je pense que c'était enfin les trucs, en freelance les projets en freelance qui étaient le plus intéressant, c'est vraiment, Mmh. ces moments-là où j'ai pu, tu vois, penser à des personnes, Ouais. même toi et moi, on a aussi bossé ensemble sur des Ouais. missions, même si on était, chacune sur nos projets, enfin, je trouve que c'est, ce qui Ouais. était le plus fun en tant que freelance, de se dire: «Bah, il y a telle ou telle personne, avec qui je ferai un super binôme, je la Mmh, contacte». mmh, mmh. Non, c'était trop cool, ouais, ouais. Puis j'ai un super souvenir de la mission en plus, c'était pour l'école Condé de Nancy et Mmh. j'étais quoi? J'étais sur des sujets sur, la culture artistique, les jeux vidéo, le cinéma, la télé, les droits les directions artistiques. Enfin, c'était un peu ouf, quoi. Franchement, c'était un super projet Ouais, non, c'était cool. Mmh. et si on revient au moment où, tu te lances en freelance, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Enfin, tu quittais quoi? Qu'est-ce que tu quittais comme environnement en salariat? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ton compte? Du coup, je quittais un environnement, universitaire. J'étais, ingénieure pédagogique ou, tu vois, chargée de mission de formation, et j'étais là enfin, on était plusieurs sur plusieurs, champs de compétences. Donc moi, je m'occupais de la filière, numérique. Enfin, je travaillais avec, tu vois, des enseignants qui étaient des enseignants-chercheurs et je pense que ce qui était enfin, les points, si je dois commencer par les points, les moins positifs, c'est que c'était un petit peu compliqué de monter des projets. Eux avaient répondu à un appel d'offres que nous, on avait mis en place dans mon équipe. Ils Ouais, avaient besoin d'un petit financement pour monter un projet et ouais, moi, je les ai accompagnés ensuite sur le déploiement, enfin, sur la mise en place de l'innovation et sur son déploiement. Mais il y avait parfois des choses, qui, soit dépendaient d'autres financements, donc ça prenait du temps, soit on manquait un peu de ressources parce qu'on était, juste 3 à monter un MOOC, tu vois, sur, le calcul, computational, je sais plus comment on dit, mais bref, tu vois? C'est non, on voit l'idée. après ce passage. Hem, non, mais voilà, il y avait, ce qui pouvait être enfin, il y avait pas mal de choses en même temps et moi j'étais toute seule et j'avais beaucoup d'établissements et beaucoup de projets en parallèle, mais parfois ces projets mettaient un peu de temps à se mettre en place et peut-être pour, la jeune personne que j'étais, ça allait pas forcément toujours assez vite, et du coup, ouais, du coup, je pense que c'est ça un peu qui a motivé mon envie de retourner sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, de commencer à avoir une présence en ligne. Et en fait, c'est parti de là, tu vois? Je me suis fait un profil sur Malte et j'ai commencé à avoir une mission qui était super chouette avec, une entreprise, belge. Ça aborde le sujet de la 1re mission. Hem, J'allais te poser la question de tes premiers clients, comment tu les as trouvés? Mmh. Et j'imagine que du coup tu racontais, sur Malte. Est-ce que c'est ça la manière dont tu as trouvé une première mission? Ouais, carrément. J'ai eu ma première mission, sur Malte. C'était une mission à distance, donc parce que le client était, basé en Belgique. On a eu un très bon contact, j'ai eu un très bon souvenir de cette mission et de là, tu vois, je me suis dit: «Ben, ça marche», tu vois? Ça peut être, éventuellement un truc à tester et quand j'ai enfin, c'était à la fin, tu vois, de mon contrat, c'était à la toute fin de mon contrat de salarié à l'époque et tu vois, du coup, je me suis dit: «Ben, là, enfin, il faut le tenter, enfin, tu rien à perdre», tu vois? Et plutôt que de renouveler mon contrat avec l'université de Nantes, que j'avais fait quand même 2 ans avec eux, je me suis dit, voilà, que j'avais envie de tester autre chose, que j'avais potentiellement, de l'espace pour le faire. Parce qu'il y avait un besoin enfin, tu vois, il y avait des signaux en tout cas du marché, qui montraient qu'il y avait, une demande. Donc j'ai commencé enfin voilà, je me suis lancée ensuite, complètement à partir de début 2019, complètement, sur, des projets, à distance, donc principalement en me servant des leviers d'acquisition comme Malte. Puis après, je pense que je me suis un petit peu mise aussi à publier sur LinkedIn ou alors en tout cas à communiquer sur LinkedIn et j'ai rencontré pas mal de personnes. Heu, j'ai rencontré d'autres personnes aussi, tu vois, qui se posaient la question d'être freelance, donc qui se sont lancées un petit peu au même moment. Donc il y avait enfin voilà, tu vois, il y a une dimension où tu es assez seule
Mais tu as la capacité à travailler à distance. C'était avant Covid, donc tu vois, c'était aussi, finalement un peu, pas précurseur, mais un peu, nouveau quand même, je pense, par rapport aux façons de travailler, qui ont certes changé depuis, mais j'ai commencé comme ça. Mais très vite, j'ai eu aussi envie, tu vois, de m'entourer de personnes, de pas être, tu vois, genre juste seule face à mes clients qui sont tous à distance en région parisienne ou ailleurs. Et du coup, j'ai rencontré des personnes, enfin, me mettre sur les réseaux, ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes, en dehors, tu vois, de l'aspect, financier, quoi, tu vois? Ouais, c'est ça, ouais, parce Des que potes, en fait, et avoir ouais. des collègues, en fait, qui vivent un peu le même truc, quoi. Ouais, c'est vachement important ça, quand on se lance en freelance, de pouvoir s'entourer d'autres personnes aussi qui sont freelance, de pouvoir discuter, de pouvoir, poser des questions. Moi, je sais qu'à Paris, au début, je suis beaucoup allée au café freelance. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça? Non, pas du enfin, non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Après, ça dépend de l'époque, tu vois? Peut-être que j'étais déjà Ouais, c'était il y partie sur a Nantes. ah! C'est possible. Bah, en tout cas, c'était il y a à peu près 3 ans OK. et c'était un format, c'était le matin. En fait, il y avait un rendez-vous, avec plein d'autres freelances, personnes indépendantes à leur compte, tout type d'activité. OK. Et donc c'était un format assez rythmé où en gros au début il y avait un espèce de café un peu réseautage. Ouais. Donc tout le monde faisait connaissance, tu fais quoi? C'est quoi ton activité et tout? Où tu en es? Alors il y avait des niveaux de maturité un peu différentes, mais globalement des gens qui se lancent ou qui pensent à se lancer. OK. Et après il y avait un temps un peu présentation par la personne qui organisait ce truc-là. Alors je sais plus, mais ça s'appelait les cafés freelance, ça n'existe plus maintenant. Ça existe plus. OK. Mais ouais, ça Je s'est pense que arrêté à un nous, moment. on a eu des initiatives aussi un peu similaires à Nantes. J'ai dû y participer 1 ou 2 fois, et après, pas plus que ça. Après, je sais que Malte aussi a organisé des choses. Après, il y a eu toute la période aussi Covid, tu vois, où, Mmh. finalement, on était vraiment obligés d'être, chez soi, et du coup, de travailler, qu'à distance, et d'être que dans le virtuel, enfin, dans la communication virtuelle. Mais c'est un format que j'ai vraiment apprécié. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui faisait une présentation après, on parlait d'un thème. Ensuite, il y avait des, personnes, dans la salle, il y avait des questions-réponses, des apports d'expérience, des témoignages sur des sujets. Après, il y avait, le compte Instagram du mois où c'est quelqu'un qui nous présentait, un compte Instagram. Ça pouvait être des podcasts, ça pouvait être quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est micro-entreprise, des choses sur les formalités, enfin, il y avait plein de choses et à la fin, de nouveau, un format un peu off réseautage pour terminer en fin de matinée. Après, on faisait une photo tous ensemble. On OK. pouvait la publier sur les réseaux. Et voilà, et c'était une fois par mois. Et au début, ça m'a énormément aidé parce que tu vois, j'ai pu vraiment partager des questionnements que j'avais. J'étais pas encore dans les communautés en ligne de freelance à ce OK. moment-là. Et donc, une des questions dont je me souviens avec lesquelles j'étais venue une fois, c'était sur l'acompte, par exemple. Tu vois, en fait, j'avais compris qu'il fallait, que c'était idéal de demander un acompte en début de mission, tu vois. Mmh mh. Mais je savais pas combien demander et je savais pas du tout les Mmh. usages, tu vois? Ouais. Et donc j'avais pu comparer un peu comme ça avec les gens, j'avais pu dire, j'avais pu j'avais pu demander: «Combien tu prends d'acompte? Combien c'est quoi le pourcentage que tu demandes d'acompte?» et cetera. Et c'est vrai que les gens, je sais pas, quelqu'un m'avait dit, «Ah, je prends 30 ou 40». Et du coup, j'avais pu me fier un peu à ça, tu vois? De me dire: «OK, c'est ça qui a l'air de se faire». Et tu vois, ça m'a permis d'avoir un peu plus de légitimité au début quand j'ai pu demander des acomptes. Et en fait, tu vois, avec du recul, c'est marrant parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a tout qui se fait, en termes d'acompte, hem, je pense à Alex Martel, par exemple, qui a écrit un livre, Mmh qui s'appelle, Ajoute un zéro. C'est un super mh. livre d'ailleurs, je le recommande. Et Alex raconte que pour, ses acomptes, c'est autour de, 50 même 60 enfin, et que ça peut, être plus, selon, la mission, selon plein de critères, en fait. Et du OK. coup, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, il y a pas, oui, il peut y avoir un peu de normes, mais après, ben, en fait, c'est aussi ses conditions de travail, comment est-ce qu'on peut faire pour se sentir bien dans le travail. Et en fait, ça se discute. Il y a plein de trucs hyper intéressants là-dedans, en termes de vente, en termes de marketing, en termes de l'histoire aussi. C'est quelqu'un qui est hyper fort aussi sur comment raconter l'histoire. OK. Bien, je regarderai. Et donc, OK, donc tu as cette première mission, donc sur Malte. Est-ce que tu te rappelles justement le moment de la vente? C'est-à-dire que tu rencontres la personne. Comment ça s'est passé un peu? Est-ce que c'était, facile? Est-ce qu'il y avait un cadre? Est-ce que tu as dû préparer quelque chose? Je pense que je l'ai abordé,
enfin, déjà, c'était à distance, tu vois? Enfin, c'était vraiment une rencontre, à distance et je pense que j'ai eu un peu la chance du débutant aussi, où, tu vois, enfin, les personnes en face de moi étaient extrêmement, bienveillantes et sympas et j'ai pas eu, 15 castings, tu vois? Enfin, 15 castings, enfin, ça arrive rarement d'avoir beaucoup d'entretiens avant de commencer une mission, mais ouais, je pense qu'ils étaient assez partants, pour qu'on travaille ensemble et je crois que c'est passé enfin, c'est parti assez vite. D'ailleurs, j'avais pas forcément un portfolio à l'époque, donc tu vois, ça s'est vraiment basé sur la Ouais, confiance et le feeling humain, je pense et peut-être on a dû faire une première, tu vois, il y a plusieurs modules à créer. Peut-être on a dû faire un premier pilote d'un module et ensuite après on a déroulé le reste de la mission, et après, bah, l'avantage de Malte, sans enfin voilà, je ne suis pas sponsorisée par Malte, hein, mais l'avantage de Malte, c'est que tu peux, faire tes contrats sur, la plateforme et du coup, ben, tu as pas cet, apport qui est quand même bien, d'avoir quand tu es hors plateforme, mais dans tous les cas, tu es payé à la fin de ta mission, tu vois? Donc en fait, ouais, tu sais ça aussi c'est dans pratique. quoi tu t'embarques. C'est vrai qu'il y a des clients grands comptes qui peuvent, facturer, seulement 1 ou 2 fois par an. Donc quand c'est le cas, et que toi tu es un «petit indépendant» entre guillemets, Mmh. ça peut être délicat pour, ta trésorerie. Hyper, hyper, ouais, ouais. D'où l'intérêt soit de passer par une plateforme ou par un intermédiaire, que ce soit une entreprise de portage ou, une plus grosse entreprise qui elle aura des fonds pour t'avancer et oui, Mmh. quand j'ai commencé en tout cas ma première mission, je suis partie, avec le cadre, fourni par la plateforme, de Malte Mmh. et qui assurait, tu vois, d'avoir le Ouais. versement à la fin de la mission. Ouais, non, alors ça, super important, de justement de ce que tu viens de dire. Ouais. Je le reprécise pour les personnes qui nous écoutent, c'est que, sur le délai de paiement, c'est super important de le discuter et de le négocier. Demandez toujours quels sont les délais de paiement, usuels de l'entreprise. En combien de temps ils peuvent, à partir du moment où vous avez envoyé votre facture, à combien de jours ils peuvent vous facturer? Parce que ça va vous permettre de pouvoir négocier, bah, un délai. Si jamais c'est trop long, bah, peut-être que vous allez prendre un peu plus d'acompte. Si jamais c'est, bah, si c'est, rapide, c'est l'idéal. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un sujet à discuter parce qu'on peut sous-estimer en se disant: «Oui, oui, c'est bon, il y a l'acompte, j'ai mis un échéancier». Sauf qu'en fait, si vous êtes payé en 3 fois, par exemple, sur l'ensemble de la mission, mais qu'en fait, le délai du client, c'est, 3, 4, 5 mois, bah, en fait, ça va être très long. Donc ça, négociez-le et mettez-le dans un contrat. Faites toujours un contrat quand vous travaillez avec un client, ça permet de se mettre d'accord, ça permet de s'assurer que tout va bien se passer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et deuxième truc, que tu as dit qui est hyper intéressant, c'est à propos du pilote. Tu m'as dit, on avait commencé par faire un module, et cetera. Mmh. Ça aussi, c'est génial parce qu'en fait, les petits modules, les petites parties de la mission qu'on va pouvoir commencer à faire ensemble, ça permet de se tester, Mmh en mh. fait. Et souvent, ça apporte beaucoup de sécurité aux clients parce que il peut y avoir une enveloppe, un peu importante sur, une prestation et on se connaît pas encore, on n'a jamais encore bossé ensemble et même si, par exemple, on a été recommandé, bah, en fait, ça peut sécuriser le client de dire: «Bah, écoutez, on se teste, si vous voulez, on fait une première phase du projet où on se teste sur, le premier chapitre de tel cours. Je vous montre, ce que ça peut donner de collaborer avec moi». Et le client, il dit: «Oui», on bosse, il est content, on continue ensemble. Et ça, c'est super parce que ça permet en fait, parfois, ça permet de mettre un petit peu le pied dans la porte et en fait, le client, il est content, en fait et donc on peut continuer. Donc j'aime bien ce que tu as raconté, sur cette première mission. Mmh. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est pas un fonctionnement qui est propre, finalement au freelancing, enfin au statut d'indépendant. Parce que nous aussi, tu vois, dans mon entreprise, actuelle, on a aussi ce fonctionnement en B2B, donc Ah OK. avec enfin, avec, des plus grosses entreprises, ça se fait aussi, Ah ouais, c'est en intéressant. souvent un POC, tu vois? Ou donc un proof of concept et ensuite on part sur, quand la collaboration se passe bien, enfin, la plupart du temps, oui. Enfin, Mmh. tout le temps d'ailleurs et On après le on passe souhaite. sur, sur la production, sur, voilà, sur la licence, mais ça permet, oui, de rassurer le client et que enfin, finalement, tu vois, sur une plus grande entreprise, on a aussi ce type d'approche, quoi. Donc tu es quand même freelance pendant 7 ans, c'est énorme en vrai. Tu vois, moi, je suis Ouais. freelance depuis 4 ans, du coup, j'imagine de 7 ans, 3 ans après et ouais, c'est en vrai, c'est, enfin, c'est une activité, je trouve que
tu vois, tenir une activité, aussi longtemps, sur le temps, c'est quand même quelque chose. Comment tu enfin, ces 7 ans-là, comment tu as j'imagine qu'au début, tu as dû faire des essais, après tu as dû stabiliser. Hem, Justement, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Comment tu as réussi un peu à stabiliser? Comment ça s'est passé ton sur ces 7 ans, quoi? Ouais, après je pense que je suis arrivée à un moment où, il y avait c'était pas très concurrentiel, le secteur et du coup ça c'est parti assez vite. Après il y a eu la période de covid où, il y a eu enfin, dans le domaine de la formation, il y a eu beaucoup de remises en question sur, comment on crée de l'apprentissage à distance. Donc tu vois, finalement, j'ai pas eu de moment où c'était un peu compliqué au début. J'ai vite eu des tu vois, des revenus, assez stables et tout, ouais, j'ai eu cette chance-là, à l'époque. Mmh. Mmh. Après tout n'est pas parfait non plus. Il y a des choses qui ont, oui, qui ont mis du temps à se mettre en place et où je pense que j'aurais pu encore passer des années, tu vois, à essayer de, tu vois, créer l'offre de service parfaite qui répond aux besoins et vu que les besoins changent tout le temps, tu vois, Ouais, c'est c'est clair. un peu une quête sans fin aussi. Ouais. La partie vraiment digitalisation de la formation, ce qui est devenu un peu le cœur de mon offre de service, c'est ce qui a le mieux fonctionné et notamment dans ce contexte, tu vois, dans cette conjoncture, particulière. Et après je pense que, ben, comme tu l'as dit, 7 ans, c'est long. Ça veut dire 7 ans sans avoir une vie, avec des collègues, même si aujourd'hui, ben, je viens dans une entreprise qui est à distance, donc j'ai toujours pas de collègues à côté de moi. Mais du coup, c'est dur de se ren enfin, ce qui est le plus dur, je pense, ce qui a été le plus dur dans cette période-là, c'est de rester motivé, tu vois, jusqu'au bout et ce qui a fini par faire que je change, finalement, d'activité et que je me lance dans un nouveau projet, c'est, que je commençais à perdre ma motivation et même si j'avais réussi à finalement, tu vois, genre, heu, converger vers une offre de service qui est relativement claire et qui répond à un besoin, au bout d'un moment, j'avais moins d'appétence et du coup, je me suis dit, «Il vaut mieux, tu vois, essayer de voir s'il y a pas d'autres choses à tester, que ça soit, alors soit tu refonds complètement ton offre et tu changes, de scope, totalement ou soit tu pars sur une autre modalité de travail et du coup, ben, Ouais. ça s'est fait comme ça, tu vois? J'ai rencontré, l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, je l'ai rencontrée en commençant en tant que freelance chez eux Ouais. et tu vois, du coup, je me suis dit: «Bon, bah, là, pourquoi pas, quoi?» Enfin, je vais être sur Ah des oui, c'est projets plus longs, Ah oui, c'est vrai, tu as commencé en tant que freelance chez eux, en fait. Ils t'ont pris pour une mission et après ils t'ont dit: «Bah, en fait, on a des contrats et tout, est-ce que tu serais intéressé, quoi?» Ils m'ont dit: «On cherche quelqu'un». Moi, enfin, voilà, j'étais pas encore prête non plus. Enfin, tu vois, je me posais des questions, mais j'avais pas mal de contrats en cours, donc j'avais besoin de temps et donc ils cherchaient quelqu'un à temps plein en tant que freelance, puis, avec la perspective de recruter, tu vois? Et moi, enfin, on a eu des discussions et en fait, enfin, voilà, il y a un tel feeling, Mmh. au niveau humain et puis même les projets, tu vois? Il y avait toute une création d'un pôle de formation parce que mon entreprise, elle est, du coup, c'est une entreprise qui est éditrice d'une sorte enfin, d'un authoring, d'un CMS, mais qui est plutôt dans le secteur initialement de l'édition. Et en fait, quand moi je suis arrivée, il y a 2 ans, il y avait cette volonté, enfin, ça faisait un petit peu plus de temps qu'ils avaient commencé, tu vois, à creuser, le marché, de la formation en France. Parce que nos clients, on a aussi des clients aux États-Unis et tu vois, il y avait enfin, ils avaient pas d'expertise sur l'ingénierie pédagogique, donc il y avait tout à faire, en fait, finalement, au niveau stratégique, sur la Mmh. création d'un pôle, learning et du coup, c'était Ouais, c'est passionnant ça. hyper motivant, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Oui, puis ça, j'imagine que justement, tu parlais de motivation un peu à la fin de ta période freelancing. J'imagine que ça t'a permis de retrouver aussi ce niveau de motivation assez haut, Ouais, avec une mission, avec un périmètre assez intéressant, quoi. ouais, carrément. En termes de timing, du coup, c'était parfait, tu vois? Du coup, la transition, elle s'est faite, de façon, hyper fluide dans le sens où, on Oui, a tu étais déjà là-bas en plus, donc ouais, quand ils m'ont proposé le contrat, finalement, tu vois? Il y a beaucoup de choses que je pouvais conserver de mes privilèges qui sont parfois aussi des inconvénients. Du coup, la décision, elle s'est faite, tu vois, de façon très spontanée, naturelle. Enfin, ça me paraissait juste être évident, que c'était, ce qu'il me fallait à ce moment-là, quoi. et justement, au moment de prendre cette décision, c'est une décision qui t'a paru assez, évidente, quoi? Bah, j'avais besoin tu vois, d'être reboostée, remotivée
Le projet, les gens, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, donc je me suis dit, «Go». Et après, tu vois, ben, forcément, oui, forcément, il y a quand même des choses qui doivent être, pesées sur la balance, tu vois? Est-ce que le salaire va être, au niveau? Parce que quand tu es freelance, du coup, tu peux gagner énormément d'argent. Tu peux faire des très bons mois ou tu peux faire des très belles années et du coup, il y a un truc de, tu travailles au mérite et du coup, si tu es très enfin, si tu aimes bosser et que tu es à fond, ben, tu réussis et tu enfin, tu vois, tu as Mmh. bon, c'est un peu capitaliste ce que je dis, mais Non, non, mais c'est tu vrai, vois, hein. enfin, plus tu travailles et plus ton chiffre d'affaires enfin, mieux ton chiffre meilleur ton chiffre d'affaires est et ce que tu mets en place, en fait, en tant que freelance et cette liberté aussi d'être tout seul à décider pour toi. Tu vois, genre, tu as pas besoin de demander à ton manager, si tu Ouais. peux faire ci ou ça. Ouais, pas besoin de demander Il y a l'autorisation. c'est C'est des fou ça, trucs qui hein? sont cette liberté-là, elle est quand même, Elle est précieuse folle. Ouais, c'est clair. et je trouve qu'en tant que freelance, oui, tu as cet avantage enfin, tu vois vite, les enfin, les tu récoltes vite les fruits de ton travail, enfin, tu le vois, quoi. Que quand tu es salarié, parfois, ça peut être, c'est pas aussi évident. Déjà, tu vas tout le temps gagner les mêmes choses, que tu Mmh. travailles, Beaucoup, pas beaucoup. le Quelque double part. de enfin, que tu fasses des heures sup ou pas, enfin, Ou c'est pas, ça, ouais, en c'est fait, finalement, tu as pas d'heures sup, donc ouais. tu dois chercher autre chose comme levier de motivation que l'argent et voilà. C'est un critère aussi à prendre en compte si tu gagnes extrêmement bien ta vie en tant que freelance et que tu veux passer en salariat, il faut que tu puisses, arriver avec, des arguments, quoi, pour, Ouais, négocier ta place. ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de garder, une partie de ton temps, pour, une activité freelance? Je pense dans le fond, tu vois, j'ai toujours cette fibre un peu entrepreneuriale, que j'avais un peu perdue, au fil du temps, quand j'étais freelance parce que du coup, j'avais l'impression de répondre qu'à des commandes et tu vois, de perdre un peu la créativité, de tu vois, de créer autre chose et je trouve que, tu vois, aujourd'hui avec l'IA, par exemple, on peut faire énormément de choses, et du coup, je me dis, tu vois, pourquoi pas, prendre le temps des fois, tu vois, de pousser une idée, enfin, si tu rencontres une personne ou même tout seul, tu vois, tu as envie de créer quelque chose et je trouve que ouais, je trouve Ouais. que, tu vois, il y a des espaces, en fait, de créativité, donnés par l'IA aujourd'hui qui donnent envie de, tu vois, de rester freelance. J'ai envie, tu vois, de conserver ce truc de, je peux avoir une petite mission de coaching, tu vois, de quelques heures, sur l'IA Ouais. demain Ouais, et je trouvais ça hyper motivant de me mettre, derrière une table et tu vois, de réfléchir à la problématique de la personne et tu vois, de construire le programme et et donc justement par rapport à tout ça, comment tu répartis ton temps aujourd'hui entre ton activité salariée, ton activité freelance? bah, je fais des horaires de bureau classiques sur, mon activité, de salarié donc voilà, enfin, journée classique et après, mon temps en freelance, ça va être du coup sur mon temps libre, tu vois? Ça va être sur des soirées ou ben, plutôt des jours fériés, des choses comme ça, le week-end ou des moments, que je prends en fait sur du temps perso, quoi. OK, et ça va, tu arrives à trouver un équilibre? Enfin, ça te convient? C'est tu le fais avec de l'élan? Enfin, tu vois comment c'est? Oui, clairement, enfin, ça va, mais après ça reste, tu vois, enfin, l'amplitude, en tout cas de mes missions, freelance, elle est vraiment, pas aussi conséquente que qu'à l'époque, quoi. Mmh, Heu, ouais, Ça et reste, tu je vois, genre, enfin, j'essaye aussi enfin, j'ai pas du tout envie de me perdre dans, j'ai un double travail, tu vois? Enfin, c'est juste que je me dis que conserver ce statut, ça peut, donner, des opportunités, que ça soit sur, la création d'une app de fou. ou tu vois, donner quelques heures de coaching par-ci par-là ou aider à automatiser, tu vois, un process, Ouais, mais ce sera pas une très, très longue mission, tu vois? Ce sera quelque chose de ponctuel, ouais, c'est ça. pour, tu vois, conserver cet équilibre quand même entre, vie pro, vie perso, quoi. Mmh. Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle, en fait, c'est ça, c'est vraiment de la diversification, quoi. C'est, conserver, une activité à côté pour, avoir d'autres sources de revenus, mais c'est aussi d'autres sources de réflexion, d'opportunités, de projets. Enfin, je trouve que ça Ouais, rejoint c'est tout ça. ça aussi. Je trouve que ça te challenge, beaucoup, tu vois, finalement, même si je suis énormément challengée dans mon entreprise et j'ai la chance aussi d'être dans
dans un espace de travail où, on m'encourage à, tu vois, à tester des choses, à expérimenter, à passer du temps à apprendre sur, des sujets qui me plaisent. Mais, c'est pas le même challenge, que quand tu vas, tu vois, travailler sur une mission qui est courte. Mmh. Voilà, c'est peut-être le côté, je délivre qui peut me manquer parce que maintenant je suis sur des missions qui peuvent parfois prendre, des mois et voire des années, tu vois? Ouais. Et du coup, ce côté un peu, mission courte, one shot, on délivre, je trouve ça enfin, je Ouais. trouve ça Ouais, t'apporte c'est intéressant. ça te challenge sur tes positions et Une question, je pense que pas mal de personnes se posent dans le fait d'avoir, une activité un peu hybride, c'est, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont des questions sur, est-ce que, que va en penser mon employeur? Est-ce que j'ai une clause de non-concurrence? Qu'est-ce que je peux me permettre? Et donc, j'imagine que, enfin, est-ce que c'est des sujets que tu as abordés avec ton employeur? Est-ce que tu vois, même dès le départ, des négociations du contrat, est-ce que c'est des sujets où tu les as sentis ouverts ou pas du tout? J'ai l'impression que ça peut être un endroit de crispation, tu vois, pour, les personnes qui ont envie de se diversifier. bah, c'est vrai que moi, dans mon cas, on n'a pas vraiment parlé de ça, tu vois, genre, de façon, frontale. Heu, je pense que c'est ouais, c'est important de quand même de savoir si tu peux t'embarquer ou non là-dedans. Moi, dans mon entreprise, il y a plusieurs personnes qui ont des statuts, de micro, donc je me suis dit que c'était pas forcément problématique, tu vois? Enfin, moi, j'ai fermé mon entreprise, ma société. Après, voilà, j'ai recréé un truc derrière, mais tu vois, c'est pas le même scope de projet que j'adresse. C'est des projets beaucoup plus courts et j'ai aussi enfin, je suis ingénieure pédagogique, tu vois, dans mon entreprise, Ouais, mais j'ai aussi une dimension, pré-sales. Donc ça veut dire que si demain un prospect arrive et que son besoin, s'adresse à enfin, est plus, tu vois, câblé câblé sur la solution que nous on propose dans mon entreprise, du coup, je vais le renvoyer, je vais le renvoyer directement à mon entreprise. OK. Enfin, en fait, genre, je pense que c'est plutôt un plus pour eux que je fasse ça, dans le sens où on Oui, a c'est des plutôt petites équipes intéressant. Ouais. commerciales et dans tous les cas, moi, on n'adresse pas les mêmes, besoins, mon entreprise et moi. Heu, moi, je suis sur la prestation de service, nous, on est éditeur de logiciels, côté Gutenberg Technologies, donc tu vois, finalement, enfin, c'est OK, je OK. pense que j'ai cette casquette, tu vois, que je conserve cette casquette, où j'ai une place, tu vois, enfin une place, où j'ai une présence en ligne, où j'ai, même encore, tu vois, une présence sur Malte. Finalement, ça nous apporte aussi des prospects, côté Oui, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as trouvé un moyen de diversifier, ton activité de salarié, mais en faisant bénéficier aussi, finalement ta boîte, quoi. Parce que, tu leur apportes du trafic, quoi. Donc, finalement, je trouve ça c'est hyper intéressant comme ça se nourrit bien, quoi, finalement. ouais, ouais, écoute, j'essaye, ouais, carrément. Par rapport à quand tu étais en freelance, au niveau de ton rythme, qu'est-ce qui a vraiment changé à maintenant quand tu es en salarié? Franchement, sur les horaires, je pense pas grand-chose, sauf si, tu vois, j'ai, une période ultra chargée, côté, Gutenberg et une mission freelance à côté, donc je vais avoir des grosses journées. Mais sinon, sur le rythme, enfin, il y a pas grand-chose qui a changé, tu vois, en termes de volume de travail. Après, j'ai plus le temps, je sais pas si ça répond à ta question, je l'ai peut-être perdu de vue, mais j'ai peut-être plus le temps en tant que salariée de me former que, quand j'étais freelance. J'ai l'impression que quand j'étais freelance, tu vois, j'étais en mode, je me forme, tu vois, en faisant, quoi. Ouais, Mais j'ai pas le temps de me faire, 2-3 heures de formation sur, l'approche agentique, ouais. parce que j'ai cette mission, et que j'ai cette deadline, tu vois? Donc ce qui change, c'est plus, que les deadlines sont plus souples, peut-être. Enfin, parfois, enfin, ça dépend. Après, bien sûr, on a aussi des deadlines, ultra tight quand il faut lancer en production, des centaines de modules et tout ça, mais de manière générale, tu vois, je trouve que j'ai plus d'espace, en tout cas, dans ma journée pour, aller, expérimenter ou tester des choses. Ouais.
perdre du temps, tu vois, à expérimenter des choses que quand j'étais freelance, parfois je culpabilisais, de passer un peu de temps, s'il y avait pas derrière, tu vois, un truc, de rentabilité où, tu vois, je vais délivrer, du coup, je vais être facturée et ta et il y avait un peu cette course quand même qui peut être un peu un inconvénient, je pense, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, quoi. OK. Ouais, c'est intéressant. Encore une fois, tu vois, ça dépend aussi de là où tu atterris de l'entreprise dans laquelle avec laquelle tu t'engages, mais heu, c'est vrai que nous, on est très, tu vois, ouverts sur l'épanouissement des salariés à travers notamment l'apprentissage et là, dans cette ère, IA, tu vois, on est très encouragés, par la direction, sur ces choses-là, quoi. Ah, c'est génial ça. OK, donc un peu plus de flexibilité et du coup un peu plus de temps de formation. Ouais, la flexibilité sur ce point. Après, tu vois, comme je te disais je pense, tout à l'heure, il y a, la flexibilité après quand tu es freelance, elle se situe sur les prises de décision, sur les actions. Parce que vu que tu es seul décisionnaire, du coup, tu peux aller beaucoup plus vite sur certaines choses. Ouais. Alors que quand tu es salarié, ben, tu fais quand même partie d'équipe, tu as voilà, tu une hiérarchie, tu as des choses à tu un cadre à respecter et tu fais pas n'importe quoi. Les décisions ne t'incombent pas à toi tout seul. Ouais, ouais, c'est Là, clair. ça peut être plus une rigidité que là, c'est une rigidité que tu n'as pas quand tu es freelance, où là, tu es complètement flexible sur, bah, demain, je décide Ouais. je sais pas, de churn ce contrat ou d'arrêter ce contrat, ben, je Mmh. l'arrête, je décide de développer cette nouvelle offre, bah, je fais ça et il y a que toi qui décides. Ça, c'est super, super cool. Sur les limites de ce modèle, parce que tu vois, vu de l'extérieur, je trouve que ça peut faire assez envie. Toi, tu dirais que dans la réalité, qu'est-ce qui serait le plus difficile, dans ce modèle justement où à la fois tu es salarié, mais tu as maintenu aussi ton activité, enfin une partie de ton activité? Je pense que la difficulté, c'est, tu vois, de bien respecter, des temps, tu vois, de pas se perdre non plus dans la course au travail et tu vois, de respecter du temps pour toi et garder cet équilibre et de pas t'épuiser finalement, surtout dans l'ère de l'IA où il y a beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à expérimenter, il y a tout qui change tout le temps, il faut tout le temps, se former finalement Mmh. C'est clair. et du coup, je pense que la difficulté, c'est de bien respecter, tu vois, de pas aussi, oublier tes missions principales en tant que salarié parce que c'est quand même, normalement, ça dépend après de ton contrat, mais si Mmh. tu à temps partiel, oui, ça peut être peut-être plus précis, ouais, c'est ça, je pense, c'est de réussir à trouver un équilibre, à jongler entre tes différentes responsabilités, tout en gardant de vue qu'il faut que tu aies quand même, de l'espace, personnel et que tu n'oublies pas ton bien-être, quoi, finalement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des personnes à qui tu recommanderais pas ce modèle, des personnes à qui ça pourrait pas correspondre? Non, je pense que je sais pas, toi, tu en vois, personnellement? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un sujet assez fort sur, l'organisation. Tu vois, par exemple, tu parles du fait que, tu as ton job salarié et en fait, la partie de ton activité, que tu maintiens à côté, c'est, ben, en partie sur tes temps off. Alors j'imagine qu'il y a aussi peut-être des moments où tu peux le faire un peu, pas sur ton temps off, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a une vraie compétence à avoir de gestion de son planning, gestion du temps et aussi vision stratégique de, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et tu vois, je pense que le fait que tu aies eu une activité, entrepreneuriale, pendant 7 ans, bah, ça aide énormément, je pense, à te dire: «OK, j'ai tant de temps dans ma semaine, voici ce que je peux mettre en place, voici quand je vais le faire et voici comment je vais avancer». Quelqu'un de l'autre côté, si on prend l'exemple inverse, quelqu'un qui est salarié, qui veut se lancer en salarié diversifié, mais qui n'a pas eu d'activité, freelance avant, je pense que ça peut être plus difficile parce que mettre l'énergie d'un début d'activité, quand on n'a pas forcément les repères, en même temps que sa mission, à temps plein, Mmh mh. je pense que ça peut être assez, je dirais pas c'est pas pour ces personnes-là, tu vois? Mais, je pense que ça peut être, en tout cas attention quoi, ça peut être, assez difficile. Ouais, je vois ce que tu veux dire, peut-être que j'ai un peu le biais d'expert qui a vécu des situations où il fallait gérer, tu vois, 4 ou 5 projets en même temps et du coup, où tu sais qu'il faut répartir ton temps de cette façon, qu'il faut aussi un peu communiquer donc
tu as vraiment, pas mal de choses à faire, dans la semaine et peut-être d'y aller progressivement, tu vois? S'il devait y avoir un conseil à donner. On arrive sur la dernière petite partie, la partie des OK. clichés. Le petit jeu des clichés, ma partie préférée. OK, cool, vas-y. Alors, je vais te dire, une phrase et tu vas me dire ce que tu en penses et moi aussi je dirai un peu ce que j'en pense. Alors, être freelance, c'est forcément plus libre. Oui. Non, non, mais du coup, c'est rigolo parce que tu vois, moi, j'ai quitté c'est une conversation que j'ai beaucoup avec ma meilleure pote. Moi, j'ai quitté le monde, freelance, à temps plein, tu vois, pour être salariée quand elle est passée freelance finalement. Donc en fait, je lui ai même filé des contrats et des missions, quand j'ai clôturé ma boîte Trop bien. et on a souvent ce débat-là, tu vois? Et en fait, ça me fait trop rigoler quand, elle est sous l'eau et je lui dis: «Bah alors, ta liberté, elle est où finalement?» Tu vois? Que, C'est clair. voilà, je pense que, bah, on a un peu abordé ces sujets, auparavant, mais tu vois, est-ce que tu es libre quand, toute ton ac enfin, tout ce que tu fais finalement, est lié à l'argent et si tu le fais pas, bah, après ça dépend. Moi, je te parle d'un modèle économique, de prestation de services. Après, il y a peut-être, tu vois, des entrepreneurs qui, voilà, qui ont des revenus passifs, qui ont lancé des apps ou qui ont des business models différents, mais je trouve que dans la prestation de services, en tout cas, ça t'apporte une liberté, oui, sur la prise de décision de ton temps, mais en même temps, tu es aussi vachement, soumis aux aléas, conjoncturels, tu vois? Je sais pas, au mois de mai, il y a des ponts, donc tout le monde est en congé, tes clients, ils sont en congé. Donc toi, tu as pas trop d'activité et au mois de juin, ça reprend, à pleine balle. Je sais pas si je dis des trucs qui font écho à ton planning, mais et du coup, juin, ça reprend à pleine balle et du coup, tu te retrouves tu vois, à être sous l'eau, en fait et en fait, tu acceptes les contrats parce qu'au mois de mai, tu as eu moins de contrats et tu vois? Du coup, je trouve que finalement, oui, tu es libre sur certains points, mais pas complètement, quoi. Je me rappelle de juillet, août, tu vois, c'est, calme plat ou alors tu as une mission, surprise, et qui te prend tout ton temps, mais en même temps, tu as personne en face de toi qui peut valider tes trucs, donc tu es là: «Bon, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. bon bah, ça, je vais partir en congé finalement». Ouais, c'est ça. L'émission sur juillet-août, attention à pouvoir naviguer pas mal en autonomie, parce que oui, personne n'est là, donc en fait, tu peux faire des petits trucs, quoi, mais c'est compliqué à piloter pour la boîte, quoi. Ouais, d'être sûr que Euh, la personne, qui va te valider, c'est vraiment le décisionnaire parce que si, le manager revient et que c'était lui finalement qui était, ouais, le responsable du projet et que tu dois tout reprendre, ouais. pas très cool, quoi. Non, mais je suis assez d'accord, parce que donc finalement, la phrase être freelance, c'est forcément plus libre. Euh, je pense que oui, il y a une part de liberté dans la manière de pouvoir gérer son temps. Disons qu'il y a plus d'autorisation à demander de ah, est-ce que peut-être entre 2 et 4, je peux faire ceci ou cela. Et ça, enfin, moi, j'avoue que ça me fait beaucoup de bien, tu vois. Genre, j'ai besoin de beaucoup de liberté, de marge de manœuvre, de comment j'organise mon emploi du temps. Par exemple, moi, je sais que mon pic d'énergie, de concentration, c'est entre 16 et 19 heures. Et à la fin de journée, je suis à balle, tu vois. Et franchement, j'abats, je sais pas, les trucs les plus importants de ma journée, c'est à ce moment-là que je les abats, quoi. Mmh mh. Euh, et à d'autres moments de la journée, je vais répartir des choses. Donc voilà, en termes de gestion du temps, moi, ça m'arrange beaucoup. Après, c'est vrai que il y a ces moments de pic, ces moments de creux qu'il faut gérer. Effectivement, tu peux faire un début d'année un peu léger et après te dire, OK, il faut que je remplisse à balle. Et effectivement, tu as des missions et tu prends des trucs et peut-être t'en prends un peu trop. Mmh. Bon, après, tu peux toujours déléguer ou faire de l'apport d'affaires, quoi. Mais Ah mais du coup, tu perds une part de exactement, du coup, tu enfin, perds aussi sauf une que tu part de fais de vie. l'apport d'affaires, mais Ouais, donc je dirais que ça apporte une certaine liberté, mais tout comme le salariat apporte une certaine liberté aussi, dans le fait d'apporter de la sécurité. Et mmh en mh. vrai, la sécurité, c'est aussi un peu de la liberté. Donc ça dépend moi je dirais que ça dépend quel type de liberté on cherche. Mmh. Je dirais ça. 2e phrase, un recruteur voit mal quelqu'un qui a été freelance. Bah, moi, dans mon cas, je dirais complètement non, franchement, parce que, du coup, moi, j'étais freelance et en fait, mon entreprise voulait vraiment travailler avec moi et du coup, je pense qu'ils voyaient plus comme, un avantage le fait que j'ai eu, tu vois, cette activité en free, plutôt qu'un inconvénient, tu vois? Enfin, même de par la nature du recrutement, tu vois? Ce recrutement qui s'est fait finalement en travaillant chez eux, 2 jours par semaine, puis 3, puis 4, puis en fait, bon, viens chez nous en CDI, tu vois? Genre, en fait, j'ai pas du tout fait, les process de recrutement classiques. J'ai parlé,
J'ai pris un café avec mon CEO, tu vois? Ouais, c'est génial. Non, Oui, quoi. vu que tu avais déjà bossé, en fait, pour eux, Ouais, du coup. voilà. Enfin, pareil, mon directeur produit, on s'est parlé un peu comme ça, tu vois? Je Oui. pense que j'ai un autre collègue qui lui aussi était, consultant freelance, qui a été recruté, pardon, chez nous et je vois, tu vois, dans nos façons de travailler, on s'entend super bien, et on est très proactifs et tu vois, on sort aussi du scope de ce qu'on nous demande de faire et tu vois, je pense que c'est des choses qui sont plutôt positives pour la boîte, quoi. Mmh. On amène des trucs un peu différents. Ouais. D'ailleurs, oui, on est plusieurs, enfin, je dis, j'ai juste un autre collègue, mais en fait, on est carrément beaucoup à avoir eu un statut freelance dans mon entreprise parce que j'ai aussi, enfin, je pense à d'autres personnes qui ont été freelance avant et tu vois, finalement, enfin, en tout cas, chez nous, on adore les Oui, freelances, quoi. d'accord, ça. On recrute Non, que mais des freelances d'ailleurs, mais c'est pas génial. encore, mais je vous ferai signe. Non, mais je suis super contente d'avoir ta version parce que moi, justement, j'avais la croyance un peu inverse, une fois que tu as été freelance, quand tu candidates sur des annonces salariées, des contrats, j'ai l'impression qu'il y a une peur ou une réticence des ressources humaines alors, je peux que imaginer parce que j'en ai jamais vraiment parlé avec des personnes, des ressources humaines, mais ou en tout cas des personnes qui recrutent, si c'est une personne qui a été à son compte, alors c'est une personne, assez indépendante et qui pourrait, partir un peu à tout moment, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a ça et en termes de rétention salariale, peut-être qu'il peut y avoir une peur «Ouh là, c'est quelqu'un qui navigue un peu, qui est capable de naviguer enfin voilà, qui est capable de faire de l'argent seule, en fait et donc d'être indépendante». Ah ouais, non, moi, Hem, j'ai pas trop ressenti ça. Je dirais peut-être que la crainte qui peut se faire, enfin, ça serait: «Ah bah, c'est une personne qui, tu vois, qui a l'habitude de prendre des décisions toute seule et du coup, qui va pas pouvoir être managée», tu vois? Il peut y avoir peut-être ce biais-là, ah oui. Ah c'est vrai, j'avais pas où pensé à il ça. sait pas travailler en équipe, tu vois? Ou il ou elle sait pas travailler en équipe parce que du coup, il a eu l'habitude de travailler, solo, en direct avec ses clients, tu vois? Ouais, C'est vrai que moi, j'avais pas du tout de culture d'entreprise, privée en arrivant, quoi. J'ai un peu découvert ça, ouais. mmh. On arrive à la fin de ce podcast et j'ai une dernière question. Yes. Pour toi, ce serait quoi enfin, comment tu définirais la réussite professionnelle? Je pense que ça se situe à plusieurs niveaux, tu vois? On l'a dit un peu tout à l'heure, le succès, il passe par, à la fois ton chiffre d'affaires, enfin, tu vois, c'est une preuve que tu as plusieurs clients, que tu réussis à satisfaire tes clients, heu, avec tes livraisons de services, de prestations de services et après, il y a aussi, tu vois, enfin, réussir à répondre à des problématiques qui sont compliquées. Que tu avais enfin, que tu mets du quand tu mets du temps à trouver la solution à un problème et que tu mets le doigt sur un truc, tu vois, un peu innovant, un peu créatif, je trouve que ça, c'est des moments hyper, tu sais, genre, feel good et tu sais, genre, Mmh. hyper, où tu te sens super bien d'avoir, proposé quelque chose, proposé une solution à quelque chose qui fonctionnait pas bien ou pas suffisamment bien en tout cas et c'est des choses qui sont ensuite, hyper valorisées, quoi. Donc ouais, avoir la capacité à trouver des solutions innovantes, ou créatives à des problèmes, je trouve que c'est Mmh. des choses qui sont enfin des bons critères de succès, quoi. Après je me dis aussi, demain, tu vois, si je réussis à ouais, à lancer un nouveau truc qui soit pas justement de la prestation de service, mais qui soit plutôt un produit ou un truc que je crée moi, je trouve que ça serait aussi, et tu vois, un projet qui me porte, Ouais. projet un peu passion, tu vois, dans la course à pied, par exemple, tu vois, une app de running ou un truc comme ça, je me dis: «Ah, ce serait trop cool de réussir à lancer un petit truc qui réponde à un besoin, que moi j'avais et que d'autres personnes, un problème que moi j'avais et que d'autres personnes, éprouvent et du coup, Bah, puisse, d'ailleurs, faire un petit peu de revenus aussi». Mais ouais, c'est qui, clair. tu vois, qui fonctionne et qui plaise à des gens, ça serait un truc, hyper cool, quoi, que j'aimerais Ouais. bien mener à bout, quoi. Bah, d'ailleurs, j'y repense là, tu me disais, à un moment que tu cherchais peut-être quelqu'un pour t'associer. En vrai, si tu as envie de profiter de ce podcast
lancer une petite annonce, enfin, quel profil de personne tu rechercherais? Bah, Enfin, c'est une écoute, proposition, on peut garder ou ouais, pas cette carrément, partie, c'est pas enfin, si, ouais, si des personnes ont le mindset, tu vois, créatif, tester des choses avec l'IA, tester de créer des apps, et ont envie de discuter de leur projet, moi je suis hyper ouverte, hein, peu importe, tu vois, le profil et les compétences en amont. où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Sur LinkedIn, principalement, je pense. OK, donc Julie, Julie Gros-Claude. yes. OK. Et bah, écoute, merci beaucoup Julie, c'était un plaisir et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous avez apprécié cet épisode et on vous dit à bientôt. Merci, Vi. À bientôt. À bientôt.